Puis moi, c'est ce qui m'a amené à me former, puis je voulais les régler. J'avais toujours la perception que c'était réaliste. C'était possible à un moment donné d'arriver à un système parfait où tout allait bien pour les patients puis pour les travailleurs de la santé. Puis j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de ça, puis que là, on a un fossé tellement grand que je sais même pas comment on va être capable de colmater les fissures du système pour être encore capable de faire face aux défis qui s'en viennent. Il faut passer d'une culture du blâme à une culture de sécurité psychologique. On est malheureusement encore dans une culture toxique. Fait que c'est de parler de ça, de valorisation, de culture, d'avoir des meilleurs outils technologiques, communauté soignante. Ça vient de l'idée où si demain matin, tu as le diabète, peut-être que la meilleure personne pour t'éduquer sur ta maladie, c'est le médecin, parce qu'il a les connaissances puis il a été formé pour ça. Mais c'est peut-être aussi ton voisin que ça fait 30 ans qu'il a le diabète puis il connaît la maladie comme le fond de sa poche. Fait qu'on va le former, lui, puis il va devenir une ressource de plus pour aider à prendre en charge la population. Ça n'a juste aucun rapport d'avoir des cibles collectives plutôt qu'individuelles, puis ça n'a aucun rapport qu'il soit associé à des pénalités plutôt qu'à de la motivation, puis il n'y a aucun rapport que ce soit associé à la rémunération quand ça n'a aucun lien avec l'amélioration d'un système de santé. Il y a plein de chirurgiens qui veulent juste opérer plus, mais on leur dit t'as pas le droit d'opérer plus. Puis là, on vient leur dire si t'opères pas plus, tu vas avoir des pénalités. Mais ils seront pas plus capables d'opérer parce qu'il manque d'infirmières, manque de salles d'op, manque d'ergothérapeutes, manque d'anesthésistes, manque de lits à l'étage pour les hospitaliser. Donc, c'est une loi hypocrite dans ce sens-là, malheureusement. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, un hors du commun. On reçoit un docteur, quelqu'un qui est influenceur malgré lui, un défenseur on pourrait dire des droits des médecins. Aujourd'hui, il va venir nous éduquer, nous expliquer un peu son travail. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je demande d'accueillir le docteur Joseph Dayen. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Malgré les deux ponts et le trafic énorme. Montréal, c'est la vie. Oui. Merci énormément. Je sais que tu avais une journée de travail aujourd'hui, donc ça fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir d'être là. De t'avoir. Pour moi, c'était super intéressant, puis quand même important de t'avoir parce que à la base, j'ai créé le podcast pour créer une plateforme de libre expression, où je pense que c'est un peu les bienfaits de la société, qu'on puisse tous s'exprimer, avoir pas des débats, mais d'avoir des opinions différentes, ce qui fait qu'on prospère, et puis d'éduquer les gens, d'amener une plus-value. Donc, clairement, il y a eu un buzz récemment avec ce qui est arrivé au Québec sur la loi 2. Puis on va en parler. Mais avant ça, je voudrais savoir qui est le docteur Joseph Dayen. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ta spécialité pour les gens qui ne connaissent pas? Qui est Joseph Dayen? C'est une grosse question, hein? C'est une grosse question, mon Dieu. Peut-être que je pourrais creuser dans mes cours de philosophie pour vous répondre. Non, mais sérieusement, je pense que je suis surtout quelqu'un de passionné. Passionné par les gens qui m'entourent, par améliorer les choses autour de moi, le système de santé, mais aussi ceux qui y œuvrent, puis les patients qu'on soigne. Et puis pour ça, j'ai la chance d'avoir porté plusieurs chapeaux, d'avoir eu plusieurs expériences, que ce soit des formations, de la maîtrise académique, des expériences sur le terrain, qui ont fait en sorte que je suis capable de bien comprendre comment ça se passe, puis être capable d'aller dénouer les impasses, trouver des solutions, parce qu'on mérite tous un meilleur système de santé. Mais moi, je dis toujours, c'est pas mon identité, mon titre de médecin. Je fais toujours la distinction entre docteur Dayen, puis je me présente jamais en disant je suis docteur Dayen, je suis Joseph et je pratique la médecine. Puis ça, c'est super important pour moi. Parce que la journée où ça va pas bien dans ton travail, tu sais, des gens en ce moment avec la loi 2, il y a des médecins qui veulent tout quitter, qui veulent aller dans une autre province. Puis ça, c'est une attaque frontale à leur valeur professionnelle. Puis quand ton identité est bâtie autour de ta job, quand ça va pas bien, ben tu perds ton sens, c'est très difficile. Alors moi, j'ai toujours fait un effort conscient de départager mon identité professionnelle de mon identité personnelle. Puis le Joseph Dayen personnel, ben c'est un père de 3 enfants, un mari, quelqu'un qui aime bien boire, bien manger, qui aime ses amis, puis qui aime les expériences de la vie. Puis sinon, qui pratique quand même beaucoup à l'hôpital comme intensiviste. C'est quoi votre spécialité? Médecin spécialiste en soins intensifs.
OK. Fait que ça, c'est le spécialiste des patients les plus malades dans l'hôpital. Wow. C'est les patients qui sont souvent entre la vie et la mort. C'est le classique branché sur un respirateur artificiel, dans un coma ou dans une sédation profonde et dont on essaye de soit sauver la vie ou de supporter certains organes qui sont défaillants avec des médicaments très particuliers aux soins intensifs, des machines, des technologies très particulières aux soins intensifs. Et ça occupe un grand pan de notre pratique. Il y a l'autre pan qui est de la surveillance aussi. On essaie d'empêcher les gens de se rendre là. Donc, des patients qui ont des chirurgies très importantes comme une chirurgie cardiaque, une neurochirurgie, une chirurgie vasculaire, une chirurgie oncologique complexe qui t'arrive de saigner, qui t'arrive de compliquer. Ben, on va surveiller ces patients-là aux soins intensifs pour avoir une surveillance plus rapprochée et empêcher les patients de compliquer puis de se détériorer. Wow! On dirait que j'ai 1 million de questions qui me viennent en tête juste par rapport à ça. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette section-là de l'hôpital? Oui, j'ai toujours fait ça dans le fond depuis ma formation. Okay. Donc, moi, j'ai pratiqué exclusivement comme intensiviste depuis une dizaine d'années. Donc, pourquoi spécifiquement cette expertise-là, en fait? C'est une bonne question parce que c'est pas très connu, hein, les soins intensifs. Tout le monde connaît un cardiologue, un urgentologue, mais un spécialiste aux soins intensifs. On sait un petit peu plus depuis la pandémie, depuis la COVID, qu'est-ce que ça fait. Mais moi, c'est que j'ai eu la chance, pendant mes études en médecine, de faire des stages de soins intensifs. J'ai eu quelques mentors que je trouvais inspirants. Je me suis dit, je vais aller faire un stage d'1 mois, je vais voir à quoi ça ressemble. Puis j'ai vraiment adoré. Il y a eu la particularité où j'ai fait des stages de soins intensifs adultes et pédiatriques durant la crise du H1N1 en 2009. Puis il y avait tous les concepts éthiques de qu'est-ce qu'on fait si on était à manquer de respirateurs artificiels, qui on soigne, à qui on donne le dernier respirateur. C'est toutes des questions qu'on s'est posées durant la COVID 10 ans plus tard. Oui. Donc moi, j'ai déjà trouvé super intéressant le côté éthique de gérer les ressources limitées d'un système de santé. Mais au-delà de ça, moi, c'est pas des médecins tant que ça qui m'ont inspiré, c'est vraiment des infirmières, des inhalothérapeutes. Le travail d'équipe aux soins intensifs est vraiment essentiel. C'est plein d'expertise pour être capable de sauver une vie. Là, j'ai nommé infirmières, inhalothérapeutes, mais il y a des physiothérapeutes, des nutritionnistes, des pharmaciens, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des travailleurs sociaux, des orthophonistes, des agents administratifs, des préposés aux bénéficiaires. Il y a vraiment des centaines de personnes qui se mobilisent pour être capables de sauver une seule vie sur 3 quarts de travail pendant des semaines, parfois, que les patients peuvent rester aux soins intensifs. Et ce travail d'équipe-là, des gens qui viennent m'aider, parce que moi, je ne sais rien quand je commence, je suis étudiant en médecine, jeune résident, mais des gens qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, qui savent, on dit non, essaye ça avec ton patient, voici ce qui se passe, je vais t'expliquer. L'apprentissage, l'ouverture, le non-jugement, j'ai adoré ça. Puis en plus, le lien avec les patients qui sont super critiques, dans un état super vulnérable, puis on a des discussions super intenses avec eux. Fait que je suis pas un patient pendant 30 ans comme un médecin de famille, mais je vais avoir quand même une relation très importante à un moment super intense de sa vie. Puis pour moi, ça vient combler aussi mon besoin de servir les gens puis d'avoir des relations qui ont du sens avec les patients. Incroyable. J'ai plein de questions là-dessus, mais je vais les retenir. Si ça vous dérange pas, là, on va passer au premier segment de l'émission. On va alléger l'atmosphère un peu là, pour vous faire parler un peu mieux. Pas de problème. Pas un peu mieux, mais un peu plus avec notre sommelier. Il va nous faire découvrir un vin aujourd'hui. Donc, si ça vous dérange pas, on va l'accueillir, M. David Léon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, docteur. Ça va bien? David, enchanté. Merci. Merci. De nous faire l'honneur d'être ici. Merci Merci encore une nouvelle fois. Merci, Monsieur Raymond, pour votre invitation. Donc aujourd'hui, on va un vin, j'appellerais ça d'apéritif, c'est le Pinot Gris. C'est un Pinot Gris italien. Celui-là, il est fait en culture en biologique. Et puis, c'est ça, je veux juste pas en parler trop. Je vais vous laisser d'abord découvrir les arômes. Je vous sers pas trop, c'est juste pour qu'on l'évapore et qu'on s'amuse un petit peu avec. Merci. Voilà. On le passe au nez juste pour savoir qui trouve quelle saveur, quel type de nez vous avez avec ce vin-là. On peut parler un petit peu, j'aime ça regarder un petit peu, moi, la larme, c'est-à-dire l'acidité et puis le taux d'alcool qu'il y a. Là, c'est très, très, très fin, très peu d'alcool. Ça va être très agréable à boire, ça c'est certain. Beaucoup de fraîcheur.
Donc le premier-né est assez facile normalement, Nicolas, ou même... Moi, je suis pas très bon Vous êtes- en odorat. Moi, j'aurais le pamplemousse, l'agrume. Ouais, complètement, on est 100 ouais. fois sur quelque chose de... c'est la typicité du pinot gris. Quand on a un pinot gris, on est sur vraiment l'agrume. Quand vous devez choisir, le sauvignon, ça va être plus sec. Le pinot gris, lui, sur l'agrume. Le chardonnay, un peu plus beurré. Donc là, on est sur quelque chose de très frais, de très explosif. Et puis, on a vraiment, c'est ça, un éclat d'un nez, là, citronné, agrume, pamplemousse, un peu de fleurs blanches. Puis, aussi simple que ça, donc ça va être plaisant. Puis, un vin qui peut se boire seul ou qui peut se boire aussi sur n'importe quelle viande blanche, faut pas trop de force ou un poisson, mais idéalement, moi, je conseille ça à l'apéritif ou quand il fait très chaud. Là, ça, En termes de vin aussi, David sélectionne des vins accessibles à tous. Hein, donc oui, c'est toujours pas des vins vins, entre 20 et 25, 26 dollars LASAQ pour que les gens qui nous écoutent puissent découvrir un bon vin, un rapport qualité-prix intéressant. Je ne demande pas de mettre 100 dollars pour apprécier. C'est un rapport qualité-prix, le vin. Oui, le reste, de toute façon, des fois, tu payes pour la marque plus que pour Exactement. On passe en bouche? En bouche. Très bon. Moi, ce qui me surprend le premier, là, en première chose, on n'a aucune acidité, on n'a aucune... au niveau de taux d'alcool, on est plus sur quelque chose de très léger, presque minéral, mais on a aussi quelque chose de soyeux. Il glisse, on a quelque chose de velouté, un peu comme un velours. Je ne sais pas si tu l'as, le feutré. Oui, 100%. Ça surprend parce que là, au nez, avec l'agrume, on voudrait avoir de l'acidité. Parce qu'on a senti de l'agrume, donc on s'attendrait à avoir de l'acidité. Mais l'acidité, on l'a en deuxième bouche. Une fois qu'on l'a avalé. En première bouche, c'est quelque chose de très soyeux, très fondu. Ça glisse dans la bouche. Et puis, c'est rond, assez rond. Donc, je vous laisse déguster ça tranquillement pendant votre interview. Et puis, moi, je vais vous laisser. On fait un cheers? Avec Oui. la bouteille. Santé. Allez, merci d'être là. Ben oui. Merci, David. Ça fait plaisir, santé. Merci, je vous en prie. C'est gentil. À votre santé. Moi, je vous resserre. Et on se... On peut donner un verre à l'équipe. À l'équipe, aussi. on va donner un verre à l'équipe. oui. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent podcast. Hop, on va faire attention de ne pas renverser. On a des expériences récemment. Pression, tout le monde me regarde. Ouais, c'est Hein, c'est comme... littéralement. Voilà. Merci, David. Merci à vous. Délicieux. Pareil que moi. Merci. Bon podcast, au plaisir. Merci, Salut. c'est gentil. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven, spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Bon, intéressant. Ah oui. Hein, Y reviens-tu plus tard dans l'émission? Non, c'est ça, c'est nous autres qu'on va se remplir nos verres. C'est pas si pire parce que c'est le premier. Il faut que je fasse attention, hein, parce que habituellement, nos journées de tournage, c'est 3, 4 invités. Oui. Tu sais, une oui, fois oui, par oui, mois. c'est vrai. Là, il faut que je fasse attention dans les dégustations, là, tu sais, mais là, ça va, on est en fin de journée. Parfait, ça. Donc, c'est parfait. Avant qu'on passe au segment du sommelier, Oui. on parlait de ton travail plus à l'hôpital. Je veux dire, est-ce que c'est la section la plus difficile à l'hôpital de travailler, peut-être? Étant donné que c'est critique, en fait, les situations où... Ben, il y a des défis particuliers aux soins intensifs, mais je pense que dans n'importe quel métier, ce qui est le plus difficile, c'est si t'es pas à ta place. Mais bien dit, si ça. t'aimes ça, puis t'as choisi un métier dans lequel t'as une facilité, t'es là pour les bonnes raisons, ben ces défis-là deviennent le plaisir d'avoir choisi ce métier-là. Donc, à part les heures défavorables qui sont difficiles pour tout le monde, les enjeux éthiques, le stress par rapport à avoir la responsabilité de la vie de quelqu'un entre tes mains. Oui. Les familles qui vivent des situations difficiles, puis l'accompagnement des familles, des conversations tendues qui doivent être prises rapidement, des décisions qui doivent être prises rapidement étant donné la maladie qui est critique, puis des fois, il y a des patients en arrêt cardiaque là, qu'on doit soigner. Donc, tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime les soins intensifs et que ceux qui font des soins intensifs aiment faire ce métier-là. Mais pour quelqu'un qui n'est pas capable de bien évoluer dans cet environnement-là, ça devient très, très stressant. Mais moi, je dis toujours le contraire. C'est comme il y a une raison pour laquelle je ne suis pas dans un bureau à avoir des patients de 8 à 5.
pour moi, ça serait plus difficile. C'est pas facile, ça aussi, avec tous les suivis longitudinaux, s'assurer de rappeler les patients, les rendez-vous, pas avoir tout de suite les ressources. Moi, si je veux un scan parce que je me pose une question, je l'ai tout de suite dans le bureau. Tu n'as pas nécessairement le plateau technique. Il y a d'autres défis. Ouais. Puis moi, j'aurais pas bien performé là-dedans. Donc, j'aurais trouvé ça plus difficile. Donc, je ne sais pas de comparer la difficulté des métiers, mais c'est vrai que la criticité pour les patients qu'on a, elle est particulièrement exceptionnelle. Il n'y a pas de place il n'y a jamais de place à l'erreur, je pense, en médecine, mais quand même, là, c'est des questions de vie ou de mort. Donc mon chapeau, honnêtement, je vous admire profondément. J'ai toujours dit, plus précisément dans les dernières années, que les super-héros des temps modernes, c'est les professeurs. Je pense qu'ils sont la base de la société. Ils élèvent certains enfants, hein, on s'entend. Et puis les gens qui travaillent dans le monde de la médecine, infirmières, docteurs, je pense que vous êtes les bases de la société. Sans vous, moi, dans la vie, je suis courtier immobilier. On enlève les courtiers immobiliers, la Terre continue de tourner. Mais les docteurs, les infirmières, les professeurs, on enlève ça. Ça va pas bien. Le monde va continuer de tourner, c'est ça la réalité. Mais il y a des conséquences à pas valoriser ces métiers-là parce que c'est le futur avec les enfants, puis c'est la santé des gens avec les travailleurs de la santé. Par contre, j'aime pas le terme héros parce que héros, c'est quand on a besoin de quelqu'un, on va jouer sur tes cordes sensibles en disant t'es un héros, viens nous aider, puis là c'est le fun, tout le monde se sent valorisé. Ouais. Mais après ça, on te met à l'écart dès qu'on n'a plus besoin de toi. Et ça, je trouve que c'est un terme, malheureusement, qu'on utilise pour se dédouaner de l'importance de valoriser ces métiers-là, les gens qui effectivement vivent une taxe sur leur santé en s'occupant, les professeurs, de former l'avenir, des générations, s'assurer que tous les enfants restent passionnés. C'est pas facile. Moi aussi, je leur lève le chapeau aux enseignants. Puis, ils sont tellement critiqués facilement, malheureusement, par les parents, par la société. Ouais. Puis les travailleurs de la santé, c'est pas facile confronter la maladie au jour le jour. Il faut être capable de connecter avec les gens. Puis malheureusement, les gens meurent. Et ça peut causer des traumatismes. Puis si tu te fais tout le temps dire, ça fait partie de la job, deal avec, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on brûle les gens parce que les gens sont... C'est pas une réaction normale d'être indifférent à la détresse humaine, là. Oui, c'est pas normal, là. Comment se porte le système de santé au Québec présentement? Malheureusement, globalement, pas bien. C'est pas un diagnostic formel. Mais je pense que quand on regarde, disons, du moment que moi j'ai commencé mes études il y a 20 ans, à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes, puis moi, c'est ce qui m'a amené à me former, puis je voulais les régler. J'avais toujours la perception que c'était réaliste. C'était possible à un moment donné d'arriver à un système parfait où tout allait bien pour les patients puis pour les travailleurs de la santé. Puis j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de ça, puis que là, on a un fossé tellement grand que je sais même pas comment on va être capable de colmater les fissures du système pour être encore capable de faire face aux défis qui s'en viennent. Parce que là, si ça va pas bien, imaginez-vous, dans 10, 20 ans, avec la population vieillissante, avec les ressources qui sont de plus en plus chères, des médicaments qui sont très efficaces, mais c'est des nouveaux médicaments, ça coûte plus cher. Les tests diagnostiques qui deviennent de plus en plus sophistiqués, qui coûtent cher. Dans la non-pertinence, tout ça, si on n'a pas amélioré, si on n'a pas pris les moyens pour bien gérer notre système de santé, ça va juste être plus difficile plus tard parce que les défis vont être de plus en plus grands. Donc, beaucoup d'inquiétudes pour le réseau de la santé. Qu'est-ce qui est différent d'il y a 20 ans versus aujourd'hui dans le domaine pour dire que ça va pas nécessairement mieux qu'il y a 20 ans? Ramenons les choses à la base. À la base, c'est quoi un système de santé? C'est des humains. Alors, c'est pas des protocoles, c'est pas des algorithmes, c'est pas des formulaires, c'est des humains qui travaillent avec d'autres humains pour soigner des humains. Et si nos relations interpersonnelles humaines ne sont pas cultivées, on ne peut pas faire un bon travail. Si nos rapports humains sont viciés, on ne sera pas capable de bien soigner. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu de vue. On a essayé de trouver des solutions bureaucratiques à un problème qui est profondément humain
Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui passent par... Quand on dit que le problème est humain, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ben, c'est qu'on a perdu de vue que c'est important de valoriser les patients au cœur de notre travail, puis les gens qui les soignent, le côté humain de ces gens-là. C'est-à-dire que... que là, c'est trop comme une machine. C'est une machine. On étire l'élastique de tout le monde. On leur demande d'en faire toujours plus. On valorise pas la rétention puis la stabilisation des équipes. On traite tout le monde comme étant remplaçable. Ben, si tu te brûles, c'est pas grave. Il y en a d'autres à l'école qui vont pouvoir venir prendre ta place. Et ça, selon moi, on ne réussit pas à construire un système de santé qui est résilient puis qui est apprenant. Et on est souvent en réaction. Si on est en train de parler de culture, on est souvent en réaction. Quand il y a un problème, on essaie de trouver des coupables. On est dans le blâme. Plutôt que d'être proactif, de dire ben, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses aujourd'hui. Et ça, c'est un changement de paradigme complètement. Mais pour être capable de faire ça, il faut être capable de lever la main et de dire hey, ça, c'est pas bon. Puis t'as pas peur de te faire rentrer dedans par un supérieur ou par un collègue ou par un ministre. Si tu oses dire que si on continue dans ce chemin-là, il y a un patient qui va en payer le prix. Puis donc, il faut passer d'une culture du blâme à une culture de sécurité psychologique. On est malheureusement encore dans une culture toxique. Fait que c'est de parler de ça, de valorisation, de culture, d'avoir des meilleurs outils technologiques. Je veux dire, dans votre domaine, probablement qu'il y a beaucoup de choses que vous faites de façon beaucoup plus efficace parce que vous avez les bons outils de travail. Moi, j'ai essayé de faire des rénovations. Quand j'ai finalement réussi à avoir une maison, puis à trouver... Puis là, je pensais pas que ça existait, cet outil-là, pour telle tâche. Mais quand tu as le mauvais outil, tu n'es pas capable de bien faire ta tâche. Tout le monde peut s'identifier à ça. Mais en médecine, c'est la même chose. On travaille avec des patients, puis une réalité de 2025, mais avec des outils qui datent des années 80. Fait qu'on est mieux adapté. Ça prend des meilleurs outils technologiques pour être capable de automatiser beaucoup de reddition de compte qui n'a aucune valeur ajoutée pour les patients, puis être capable de passer plus de temps avec les patients, puis bâtir ces relations-là. Puis il y a une grosse conversation aussi à avoir sur où vont les ressources du système. Il y a beaucoup de ressources, malheureusement, qui sont dans l'acharnement thérapeutique, dans la futilité des soins, dans la non-pertinence. Puis ça a un coût de ressources puis de dollars qui n'est pas en première ligne chez les gens qui attendent, qui sont sur des listes d'attente. Mais ça, c'est très tabou, c'est très délicat. Puis la dernière chose dont on parle pas, c'est que les patients, ben, tant et aussi longtemps qu'on est dans un système où on essaie juste de traiter la maladie, ben, la demande est infinie. Il y aura toujours des gens malades. Il faut penser à empêcher les gens de tomber malades. Ça, c'est beaucoup d'investissement en prévention. Mais ça rapporte, mais on le fait pas. Puis comment on les sensibilise à quoi? Tomber malade de toutes les maladies? Ben non, mais il y a des choses, évidemment, génétiques et tout, qu'on peut... Tu sais, un accident d'auto qu'on peut pas éviter, puis là, la maladie va survenir, peu importe, ça, c'est sûr. Mais il y a des choses qu'avec plus d'éducation, briser l'isolement social, s'assurer que tout le monde a une maison, des amis, un revenu, l'éducation, des habitudes de vie, bien manger, l'exercice, ça, qui vont faire en sorte que tu vas développer moins de maladies chroniques et métaboliques qui prennent beaucoup de temps et d'espace dans notre réseau de la santé. Puis jusqu'à un certain point, c'est correct. Il faut soigner ces gens-là, mais tout le monde dirait que ça serait bien mieux de ne pas tomber malade puis de la prévention. D'ailleurs, ben, il y a des proverbes là, qui le disent. Là, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment ça. Oui, carrément. Mais l'affaire, c'est que c'est des bénéfices, tout ça, là, l'éducation, les saines habitudes de vie, tout ça, qu'on va juste voir dans 10-20 ans. Donc, est-ce que c'est politiquement gagnant d'aller dire aux gens on va investir des milliards de dollars aujourd'hui, mais ça va être bon dans 10-20 ans? Mais dans 10-20 ans, le parti au pouvoir sera peut-être pas là pour en récolter les fruits. Alors, tout le monde parle des choses qui sont conceptualisées dans les prochains 4 ans. Fait que les temps d'attente à l'urgence, les listes d'attente en chirurgie, les gens peuvent s'identifier à ça. Mais l'affaire, c'est que c'est le même discours depuis 30 ans, puis on n'avance pas. Qu'est-ce que, si on met on va en parler dans quelques instants de la loi 2, mais si on met... C'est quoi la solution? Si vous... je sais pas si simple, j'imagine, comme réponse, puis désolé si je le brutalise, là, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous feriez pour commencer à faire un pas vers la solution, mis à part éduquer les gens? Parce que je pense que le problème, il est peut-être plus que juste les éduquer, si je me trompe. Est où la solution, dans le fond? Y en a-tu une solution? Bien, ça prend... Il n'y a pas une baguette magique. On s'entend. Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Mais je pense que ça passe par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire réaliser que la plus grande richesse de notre réseau de la santé, c'est les gens. Faire confiance à ces gens-là, valoriser ces gens-là, puis s'assurer qu'ils restent, qu'ils ne se brûlent pas.
Ça, déjà, il y a beaucoup là-dedans qui aiderait parce que, et c'est, les études le montrent, et d'autres domaines, d'autres industries l'ont très bien compris, un employé heureux et satisfait que les bons outils puis le bon environnement est beaucoup plus efficace à faire sa job. C'est aussi vrai dans le système de santé. Puis d'ailleurs, à l'international, il y a quelque chose qui s'appelle la quintuple cible. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer dans le réseau de la santé? Bien, 5 choses. Une de ces choses-là, c'est le bien-être des soignants. En se disant que si on prend bien soin d'eux, ils vont être capables de bien prendre soin des patients. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses pour essayer d'améliorer le réseau de la santé. Donc, ça prendrait un plan multidimensionnel, mais il y a beaucoup de choses qui passeraient par faire confiance aux gens, décentraliser les décisions. Il y a des choses qu'on doit standardiser, mais il y a beaucoup de liberté créative dans l'application qu'on devrait laisser aux gens. Changer la culture, évidemment. Et je pense, tu sais, il n'y a plus aujourd'hui, mettons si j'avais à donner une autre image, aujourd'hui, si je vois un patient, je pense qu'on veut plus de médecins paternalistes. Hein? Vous connaissez le paternalisme en médecine? C'est genre le médecin qui dit ce qui est bon pour toi. Il dit, prends ça, fais-toi opérer, c'est bon pour toi. Là, les gens veulent plus ça. Ils veulent un patient partenaire. C'est-à-dire, ben, explique-moi tes valeurs, explique-moi tes préoccupations, je vais te présenter les options, puis on va choisir la meilleure option thérapeutique pour toi. Des fois, c'est de rien faire. Ça dépend du patient, tu sais. Mais tout comme on a un patient partenaire quand on prend des décisions individuelles, je pense qu'on devrait avoir une population partenaire pour nos choix de société concernant notre réseau de la santé. Ça se résume à dire qu'un des problèmes, c'est qu'on a malheureusement traité l'assurance maladie, la RAMQ, comme étant un bar ouvert, puis qu'on peut tous payer. Mais malheureusement, c'est pas vrai. On l'a vu, dans les 10 dernières années, on a mis 30 milliards de dollars de plus dans le réseau de la santé. Puis est-ce qu'il fonctionne mieux qu'il y a 10 ans? Ben non. C'est parce qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui est malheureusement gaspillé. Mal géré. Moi, Gaspillé. j'ai été dans l'armée avant d'être au civil. Et puis ça fait 4 ans et demi. Je suis toujours sur une liste d'attente pour un médecin de famille. Bon, ma santé est correcte, ça va, mais tu sais, il y a des gens que peut-être qu'ils en auraient besoin plus que moi, là, évidemment. Là. Mais quand même, 4 ans et demi, je trouve ça long un petit peu. C'est très long, c'est anormal. Là. Et ça alimente la frustration de la population quand on a un débat sur le système de santé au Québec, parce que tout le monde se ramène à sa petite histoire à lui. Je dis, ben moi, ça va pas. Moi, j'ai des douleurs chroniques, j'attends de me faire opérer. Moi, j'ai des enfants, puis je suis pas capable de les faire voir par un pédiatre ou un médecin de famille. Moi, ça fait 4 ans et demi, ça fait 4 ans et demi que je suis sur une liste d'attente, puis je trouve pas ça normal. Fait que, il y a un sentiment de ça marche pas. Puis, ben, je pense qu'il y a l'image que dans toute l'équipe du réseau de la santé, ben, le médecin est un peu le capitaine de l'équipe, le leader. Fait que si ça marche pas, c'est la faute du capitaine. Fait que c'est comme le réflexe un peu qui est entretenu, je pense, beaucoup par un narratif politique. Là. C'est facile de blâmer quelqu'un ou un groupe de quelqu'un. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, tu sais, dans le cas des médecins de famille, par exemple, j'en suis pas un, mais j'ai été impliqué à un niveau où j'ai dû représenter beaucoup de mes collègues médecins de famille en formation. Puis ce qu'il me disait, il disait, ben Joseph, tu sais, on a une formation de 2 ans. Au bout de notre formation de 2 ans, on se sent pas prêt tout de suite là, à aller dans un bureau puis prendre en charge 2000 patients. À l'époque, c'était Gaétan Barrette qui était le ministre de la Santé, puis c'était un peu les chiffres qui sortaient là, pour les cibles à atteindre les médecins de famille. Il dit, fait que on se fait un 3 mois, 6 mois, 1 an de plus de formation pour se sécuriser, souvent dans une petite spécialité de pointe pour être sûr qu'il y a une petite valeur ajoutée. Puis les pauvres médecins de famille, ça fait 30 ans qu'on leur dit, il manque de médecins à l'urgence, allez travailler à l'urgence. Il manque de médecins à l'hospitalisation, allez faire de l'hospitalisation. Puis là, tout d'un coup, ben, il manque de monde à la prise en charge. Mais eux, on les blâme pour juste avoir fait ce qu'on leur a dit de faire, là. Les autres, ils ont juste suivi les consignes du gouvernement qui les envoyait puis les barouettait à gauche puis à droite. Fait que je trouve que ça, il y a un petit peu, malheureusement, de dommages. Quand tu compares avec des pays européens où le médecin de famille est vraiment juste médecin de famille, il y a une plus grande valorisation là, de ce métier-là. Et donc, il y en a plus des médecins de famille dans la société. Ils ont un rôle beaucoup plus de collaboration. Il y a des pays même comme aux Pays-Bas où le médecin de famille, c'est même pas lui nécessairement qui va te voir comme patient. Lui, son rôle, là, c'est le coach
de plein de gens, des infirmières, des pharmaciens, dans une communauté, puis il va s'assurer que tous ces gens-là peuvent être disponibles pour toi si tu as une question. Il appelle ça le concept de communauté soignante. Ça vient de l'idée où si demain matin tu as le diabète, peut-être que la meilleure personne pour t'éduquer sur ta maladie, c'est le médecin, parce qu'il a les connaissances puis il a été formé pour ça. Mais c'est peut-être aussi ton voisin que ça fait 30 ans qu'il a le diabète puis il connaît la maladie comme le fond de sa poche. Fait qu'on va le former, lui, puis il va devenir une ressource de plus pour aider à prendre en charge la population. Fait qu'il y a plein de moyens super novateurs et en passant, on applique ce moyen-là au Québec dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal avec Antoine Boivin qui est allé chercher cette expertise-là puis il publie maintenant dans le British Medical Journal. Est-ce que vous entendez parler de ces projets-là? Ben non, vous entendez pas parler de ces projets-là. Pourquoi pas? Ben parce que ça plaît pas au narratif gouvernemental de les médecins font trop d'argent puis ils travaillent pas assez. Alors qu'on a plein de modèles différents, plein de solutions pour améliorer le réseau de la santé, mais on les met pas en place ou on les fait pas rayonner. Wow. La fameuse loi 2. Est-ce que vous pouvez m'éduquer là-dessus? C'est quoi? Moi, puis les gens qui nous écoutent, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait présentement? Comment est-ce que ça nous affecte? Comment ça vous affecte? Ben, on l'aborde un peu par la bande avec les exemples que je viens de vous donner. Malheureusement, c'est une loi qui essaie de faire un faux lien entre la rémunération des médecins puis les problèmes du réseau de la santé. C'est deux problèmes qui existent, puis séparément, ils valent la peine qu'on en discute. La rémunération des médecins, c'est vrai que c'est un problème. Il y a peut-être des gens qui trouvent qu'on fait trop, peut-être des gens qui trouvent que le mode de rémunération n'est pas acceptable. Tout ça se discute. Ils se basent sur quoi pour dire que vous faites trop? Mais mon point, c'est juste, c'est correct d'avoir ce débat-là. À un moment donné, c'est de l'argent qui vient du ministère, du gouvernement, c'est les impôts des gens. C'est correct de se demander combien est-ce qu'on veut payer nos médecins, puis comment. C'est correct, ça. Au même titre que nos profs, que nos infirmières, c'est correct d'avoir ce débat-là. Mm-hmm. De l'autre côté, il y a le système de santé qui a ses problèmes. Puis on a parlé un petit peu des problèmes, puis on a parlé un petit peu des solutions. Vous voyez que jamais j'ai mentionné faut donner des primes aux docteurs pour améliorer le réseau de la santé. J'ai jamais dit faut pénaliser les docteurs non plus pour améliorer le réseau. Ça n'a juste pas rapport. Parce que le système de santé est beaucoup plus grand que les médecins. C'est plein de monde, c'est plein de procédures, plein de choses à faire, puis plein de milieux différents. Et malheureusement, la loi 2 vient faire un lien, un amalgame entre la rémunération des médecins et les problèmes du système de santé, en faisant croire aux gens que si on a essayé les primes aux docteurs, puis on n'a pas un meilleur système de santé, ben là, on va essayer les pénalités. Puis peut-être qu'ils vont travailler plus, puis que là, le système va mieux aller. Alors que ça n'a juste pas de bon sens. Il n'y a aucun expert qui back ça. Quand même, tu payes un docteur le triple de son salaire. Une expression en anglais, you can only do so much. C'est ça. Manque de ressources. C'est pas vous qui avez les solutions au bout des doigts. Ben, non. Vous le savez peut-être, les solutions, oui. mais en pratique, pour le mettre en œuvre, je pense pas que vous avez les ressources pour faire ça. Non, c'est pas un manque de motivation. Au contraire, on le sait que le système va pas bien, puis qu'il tient avec de la broche. Mais la broche, c'est qui? C'est quoi? C'est les gens. C'est les gens qui travaillent tous les jours puis qui essaient de faire tenir ce système-là. Fait que on est motivés. Moi, personnellement, je travaille au Québec, je suis pas ailleurs, parce que je dois beaucoup au Québec. Je suis fier, puis je veux redonner, puis je veux améliorer le système de santé au Québec. C'est pour ça que je suis allé faire une maîtrise en administration des services de santé. C'est pour ça que je suis allé vivre en Écosse pendant 6 mois pour voir comment eux performent pour être capables d'améliorer leur système de santé dans un système de santé public. C'est pour ça que j'ai fait des formations en sécurité des patients. Parce que je veux améliorer mon environnement de travail puis le système de santé québécois. Mais des Joseph Dahin comme moi, il y en a plein. Sauf qu'on les éteint avec la loi 2, par exemple, et plein d'autres décisions où on fait du doctor bashing puis on dit que c'est eux les problèmes. Fait qu'au lieu d'avoir des gens super motivés, ben on les démobilise. Puis ça peut pas se traduire par une meilleure qualité des soins ou même du volume. Les gens pourront pas plus travailler non plus s'ils sont complètement éteints. Là. Même s'il y a des pénalités, ils vont prendre la pénalité ou ils vont juste serrer leur camp. Il y a bien des gens en ce moment, c'est ça qu'ils font. Ils essaient de voir s'ils peuvent devancer leur retraite. Ils checkent leur placement, on va vous dire ça. Oui. Puis d'autres qui voient s'ils sont capables de déménager leur... concrètement, la loi 2, elle qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle vous demande de travailler plus? Oui, dans le fond, elle a plusieurs aspects. Mais une des choses qu'elle fait, c'est elle va comparer ton volume d'activité, puis basé sur ta rémunération, là.
Puis si tu as diminué ton volume d'activité, donc si j'ai fait moins l'année prochaine que l'année passée, c'est-à-dire que j'ai moins travaillé, ben, je vais avoir une pénalité. Et c'est aussi bête Est-ce qu'on que n'a ça. pas un clash en instaurant ça entre qualité versus quantité? Ben oui, bravo. Fait que vous voyez déjà, un, le travers de ça. Deux, ben, ça, encore une fois, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une rémunération peut baisser. Trois, il y a tout l'aspect des cibles. Fait que, tu sais, on a des cibles que le ministère mandate, qui sont pas des cibles avec une valeur ajoutée pour le patient, là. C'est des cibles comme le temps passé à l'urgence. Ben, c'est des cibles là, qu'au Royaume-Uni, il y a 20 ans, elles existaient. Ils ont été ils ont créé plein d'effets pervers, puis ils les ont retirés. La cible là, de 4 heures à l'urgence, là, nous au Québec, on a choisi 4h30, je pense. C'est quoi ça? C'est une cible qu'on dit, ben tous les patients doivent être vus à l'intérieur de 4h30 à l'urgence et d'avoir un plan. Ça existait au Royaume-Uni. Puis ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement que, bon, tu veux que j'améliore ce chiffre-là? Ben, quand j'approche du 4h30, si tu n'as toujours pas de plan, ben je dis que tu rentres à l'hôpital, tu es admis. Tu n'as pas plus de plan, mais il y a un plan. Tu rentres à l'hôpital. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il sortait de l'urgence, puis il allait dans un espèce de gros gymnase, une espèce de grosse unité de débordement où il y avait 60 patients. Puis là, il était là pendant 3-4 jours, pas plus vu. Là. On règle pas le problème, on fait juste dire... Ouais. Ah oui, les gens trichaient juste pour améliorer le chiffre parce que ce chiffre-là avait aucune valeur ajoutée. Mais 10 ans plus tard, quand je suis retourné en Écosse, on se dit hey, qu'est-ce qui s'est passé avec vos cibles à l'urgence? Je dis, oublie ça fait longtemps qu'on a enlevé ça. Ça ne marchait pas. Le système de santé, c'est comme une grosse balloune sous tension. Puis quand tu mets de la pression d'un bord, ça déborde de l'autre bord. Fait qu'il faut vraiment repenser complètement comment on aborde cette idée-là. Mais donc, ces cibles-là, pour y revenir, c'est des indicateurs qui n'ont pas de bon sens. Puis on dit si on n'est pas capable de les atteindre collectivement, même pas individuel, collectivement, ben on a une pénalité aussi au niveau de notre rémunération. Mais ça, encore une fois, ça, c'est l'autre affaire qui est complètement niaiseuse. Je sais pas si... vous faites du sport ou si vous mesurez vos pas quand vous... Bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Hein? Dites-moi donc, M. Raymond, quel genre de sport vous faites ou quel genre de... Le basket. Le basket, OK. Bon, ben, j'imagine que pour vous pratiquer, vous tirez une couple de fois ballon au panier, là. Ouais. Bon, puis à un moment donné, vous aimeriez ça qu'on sache combien de fois il est rentré dedans, de différentes positions, puis tout ça. Oui. Bon, ben, normalement, vous aimeriez ça que ce soit pour vous, puis tout de suite après. Là, imaginez que je vous donnais... les 3 derniers mois, voici vos stats. Puis en fait, c'est pas vous, c'est comme tout le quartier ou même tout le Québec. Je dis, mais j'ai aucune idée comment moi j'ai performé. Je peux pas m'améliorer. Les 3 derniers mois, c'est quelle journée que j'étais... je veux savoir, il y a une journée où j'étais plus à l'aise, j'étais plus en forme, où j'avais comme... j'avais regardé une vidéo, j'avais pratiqué une nouvelle technique. J'ai travaillé plus qu'un autre, là, dans la moyenne. Ça... Ouais. Fait que ça a juste aucun rapport d'avoir des cibles collectives plutôt qu'individuelles. Puis ça n'a aucun rapport qu'ils soient associés à des pénalités plutôt qu'à de la motivation. Puis il n'y a aucun rapport que ce soit associé à la rémunération quand ça n'a aucun lien avec l'amélioration d'un système de santé. Il y a plein de chirurgiens qui veulent juste opérer plus. Mais on leur demande, on leur dit, tu n'as pas le droit d'opérer plus. Puis là, on vient leur dire, si tu n'opères pas plus, tu vas avoir des pénalités. Mais ils ne seront pas plus capables d'opérer parce qu'il manque d'infirmières, manque de salles d'op, manque d'anesthésiologue, manque d'anesthésistes, manque de lits à l'étage pour les hospitaliser. Donc, c'est une loi hypocrite dans ce sens-là, là, malheureusement. Puis, mais si on regarde l'avocat du diable, c'est quoi le gouvernement qui met ça en place? C'est quoi leur idée à eux autres? Parce que là, clairement, ils ont été mis au courant de la problématique que ça cause. Mais c'est quoi leur idée face à ça? Ils pensent régler quoi comme ça? Je pense que c'est un déficit de créativité. Là. Je pense qu'ils savent les solutions, ils ont des experts. Tous ces experts-là, soit ils sont mis à la porte ou ils disent c'est pas une bonne idée, puis on les muselle. Fait que là, arrive avec, je pense qu'ils croient fondamentalement que ils ont essayé de donner des primes aux médecins, puis ça n'a pas marché. Puis là, peut-être en essayant des pénalités, ça va marcher. Mais c'est une très mauvaise compréhension de l'entrepreneuriat, d'une business, de comment les humains réagissent. Puis ça leur pète d'en face, malheureusement. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre... il doit bien avoir des pays où leur système de santé fonctionne très bien. Il n'y a pas des pays qu'on peut prendre en exemple puis le dupliquer? Mais on n'a même pas besoin de prendre d'autres pays en exemple. On a plein d'experts au Québec, même que la solution est déjà dans les bureaux du ministère quand ils ont créé Santé Québec, qui était en passant une bonne idée. Hein. Sur papier, moi, j'étais pro Santé Québec.
parce que c'était supposé dépolitiser le système de santé au lieu d'avoir un ministre, un conseil d'administration. Mm-hmm. C'était une bonne zone tampon entre le politique puis le terrain. C'est dans les meilleurs pays les plus productifs et efficaces quelque chose qui existe, un espèce d'organisme qui s'occupe de la qualité puis tout ça. Fait que quand ils ont mis Santé Québec en place, ils ont créé quelque chose qui s'appelle un comité de transition. Ce comité de transition-là a produit un rapport qui s'appelle le plan de transformation du réseau. Il y a toutes les solutions. Je l'ai lu, là. J'ai aucun conflit d'intérêt, je ne faisais pas partie de ce comité. Mais je l'ai lu, puis j'étais comme, j'aurais voulu écrire quelque chose d'aussi bon. C'est très bon. Fait que ces solutions-là existent, mais n'ont jamais été mises en application. Elle coûte cher, la solution? Non. C'est la quintuple cible. La quintuple cible, c'est on veut améliorer l'expérience de soins aux patients. On veut améliorer la santé globale de la population, fait que toute la prévention et la santé publique. On veut que ça coûte moins cher pour la population, au niveau impôt, au niveau du sol. Oui. Fait que toute la question de la pertinence, la viabilité du réseau de la santé, faire en sorte qu'on ne dépense pas de l'argent dans de l'acharnement, dans des choses, dans le gaspillage. On veut améliorer le bien-être des soignants, donc toute la question humaine dont je parlais qui est super cruciale. Puis l'équité, on veut pas avoir juste quelques centres d'excellence, on veut que ce soit bon partout au Québec puis que tout le monde ait accès à une médecine de qualité au Québec. Fait que c'est d'excellentes philosophies. Puis ensuite, les moyens concrets, il y a de l'expertise sur le terrain. Là, je vais encore aborder quelque chose de super pointu, mais à un moment donné, ce qu'on a créé il y a quelques années, c'est l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Ça, c'est à un moment donné les médecins spécialistes qui ont dit, on vous redonne au gouvernement 1,6 milliard de dollars de notre enveloppe budgétaire. Là. Prenez-la pour développer des nouveaux moyens. Comme quand tu dis, est-ce que ça coûte cher? Les médecins ont décidé de financer ça. OK? Wow. Puis là, dans la loi 2, ils ont coupé l'IPAM, puis ils ont empoché tout l'argent qui restait dans la cagnotte. Fait que ça, c'était des augmentations consenties aux médecins pour notre rémunération, qu'on a dit, hey, on est bien payé, on n'a pas besoin de se faire augmenter en 2018. C'est vrai que le système va pas bien. Prenez l'argent, faites des belles choses avec ça. Il y a des super beaux projets, vous avez peut-être vu dans les médias, il y avait, par exemple, Dr. Étier à Sherbrooke qui avait développé un algorithme pour identifier les patients qui allaient se détériorer, tomber malades, pour rapidement, précocement, aller les soigner puis les identifier. Découper. Tout ça est mort parce que le gouvernement a décidé de tuer l'IPAM. Donc, des solutions, il y en a. On a une magnifique expertise québécoise. Des gens comme moi, il y en a plein, mais malheureusement, on les écoute pas. Mais est-ce qu'on n'a pas un ministre de la Santé qui, côté politique, en passant, désolé de mon ignorance, mais c'est pas ma force, mais est-ce qu'on n'a pas un ministre de la Santé qui peut dire au gouvernement, « Hey, les médecins, ils nous parlent, là. On peut-tu les écouter? » Oui, mais c'est lui qui a mis la loi 2 en place, fait que c'est lui qui nous écoute pas. Et c'est malheureux parce que Christian Dubé, c'est quelqu'un qui avait bien compris, je pense, les enjeux du système, surtout dans la COVID, on l'a vu. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, là, tous les jours, on voyait un tableau de bord de combien de patients aux soins intensifs, combien de lits c'est des patients COVID, combien de lits c'est des patients non COVID. Puis là, les gens comprenaient là, qu'est-ce qui se passait aux soins intensifs, mais c'est tous les jours des données. Fait qu'on avait compris l'importance de mesurer puis des indicateurs. Puis il n'y avait pas de pénalité. C'était pas, s'il n'y a pas assez de patients, on fait ça. Si vous ne voyez pas assez de patients, si vous voyez trop de patients, vous allez avoir des primes. Il n'y avait rien de ça. Mm-hmm. C'était juste, en mesurant, on a juste un meilleur constat de la situation, puis on peut prendre des décisions plus éclairées. Là, ils ont compris ça. Et là, les indicateurs, c'est aux 3 mois, c'est des choses qui n'ont aucun rapport sur améliorer les soins, puis ça touche tout le monde. Comme le pathologiste, qui est le spécialiste des biopsies puis des autopsies, lui, si le patient reste trop longtemps à l'urgence, là, lui aussi, il va être coupé de 15 %. Mais il n'y a aucun rapport là-dedans. C'est ça, là. Mais c'est comme ça. Fait qu'on malheureusement, le ministre comprenait qu'est-ce qu'il fallait faire, je pense, dans la COVID, puis là, a fait un 180, puis on retrouve plus aucune des bonnes pratiques dans la loi 2 pour améliorer le réseau de la santé, puis ça m'attriste profondément. Et puis cette loi-là, elle a passé, est en vigueur présentement. Ouais. Il n'y a pas moyen de continuer à se battre comme ça ou de retourner en arrière? Je pense que de venir ici, avoir des gens comme vous qui commencent à en parler, ça peut aider à mettre de la pression sur le gouvernement pour dire, regarde, arrêtez de nous faire des fausses promesses. Il n'y a pas personne ici qui va être content de se faire dire par un
gouvernement, faites-nous confiance avec la loi 2. Dans quelques années, vous allez avoir tous un médecin de famille puis un meilleur réseau de la santé puis tout ça. Ça fait longtemps qu'on se fait dire ça puis qu'on se fait promettre ça. Puis à chaque fois, on est déçus puis ça alimente le cynisme. Fait que là, il va se passer la même chose. Dans 10 ans, le gouvernement ne sera plus là. Mais dans 10 ans, nous, vous, on va encore être en pognée avec nos problèmes de santé. Puis là, on va se dire, ouais, on s'est fait dire que la loi 2, ça allait régler nos problèmes. Mais dans 10 ans, vous allez dire, ah, Dr. Dayen, il avait raison, ça a finalement rien changé. C'est même pire parce qu'on a brûlé nos soignants. On est en train de créer une génération de jeunes médecins et d'autres travailleurs de la santé là, qui sont blessés à vie là, par rapport à comment ils sont traités en ce moment. Puis en particulier les jeunes, les étudiants en médecine puis les médecins résidents en formation, parce que la loi 83, qui était passée avant la loi 2, elle forçait les médecins étudiants à rester 5 ans après la fin de leurs études au Québec, puis ils n'avaient pas le droit d'aller au privé. Mais on n'est pas dans un système de vase clos, là. On est dans un système libre en Amérique du Nord, surtout au Canada, où l'étudiant en médecine puis le résident, là, il peut aller n'importe où au Canada. En fait, il est même obligé de participer à un programme de jumelage canadien pour la spécialité qu'il va choisir puis sa formation. Ben, pensez-vous qu'on est attractif au Québec dans ces conditions-là quand tu es potentiellement en prison pendant 5 ans? Puis, c'est pas le bon terme, là, mais au purgatoire, je devrais plutôt dire, pendant 5 ans après ta formation. Ben non, les gens vont aller ailleurs. Là. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a plein de gens, des postes qui ne seront pas comblés en spécialité puis en médecine de famille, qui en passant est déjà la pire province au Canada en termes de pas être capable de combler nos postes de formation en médecine de famille. Fait qu'on va juste encore avoir moins de médecins. Puis donc on ne s'attend même pas le statu quo. Le retour au statu quo, il n'est pas bon. Ça va être pire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on doit dire avant qu'on crée plus de dommages, de retirer cette loi-là, puis de recommencer à négocier sur... Ben, même pas négocier, genre parler des vraies solutions aux problèmes de santé. C'est même pas de la négociation, c'est juste d'avoir une conversation de société. Wow, c'est choquant, en fait, tout ça. Moi, je n'étais pas comme pleinement conscient de tout ça. J'ai une question, moi, qui est un peu à l'écart de toute la loi 2, puis que j'ai dans la tête depuis un moment par rapport à nos voisins du Sud. OK. La carte d'assurance maladie. Oui. Moi, c'est quelque chose de nouveau pour moi des 4 dernières années, hein, parce qu'avant, j'étais dans le système militaire. Ah, ben oui. On avait nos docteurs. Tu sais, en fait, le système militaire est complètement incroyable là, en termes de médecine. On est très, très bien traités. Nos voisins du Sud, pas de carte d'assurance maladie. Bon, on entend parler que ça coûte très, très cher pour les citoyens. Et où la bonne façon de fonctionner? Est-ce que de ne pas avoir d'assurance maladie, c'est bien, c'est mal? Est-ce que d'avoir la carte d'assurance maladie est vraiment une solution à la société? Ben oui, parce que moi, je crois fondamentalement que la santé, c'est un droit. Et donc, on ne devrait pas faire payer les gens pour les soins de santé. On gagne comme société d'être capable de ramener nos gens en santé pour qu'ils puissent contribuer à la société. Puis pour les personnes plus âgées qui ont des maladies, ben ils ont contribué pendant leur société pendant tellement longtemps. C'est bien correct de leur redonner des soins. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, Medicare, Medicaid, ça existe. Là. Les personnes âgées, ils ont une RAMQ, entre guillemets. Là. OK. Mais ensuite, pour les jeunes aux États-Unis, ben, ou ceux qui n'ont pas accès, même ceux qui ont accès à l'assurance, c'est extrêmement cher. Fait que qu'est-ce qui fait? Ben, les gens soit font des faillites s'il leur arrive une bad luck, ou vont jamais consulter. Puis qui fait les profits? Ben, c'est les compagnies d'assurance aux États-Unis, c'est même pas les médecins. C'est un fléau, ça, en fait. Ben oui, je pense. parce que ça coûte autant cher pour le gouvernement américain de subventionner les compagnies privées d'assurance que s'ils subventionnaient directement les soins, comme on le fait ici. Ouais. Ça coûte autant cher per capita le système de santé aux États-Unis pour le gouvernement, d'un point de vue gouvernement. Ouais. Mais en plus, tu as la cote que tous les citoyens doivent payer quand ils utilisent les soins. Le parallèle serait les soins dentaires au Canada. Là, ça a changé récemment. Là. Il y a plus de gens qui se qualifient à des soins dentaires remboursés par le gouvernement. Mais pendant longtemps,
ceux qui n'avaient pas d'assurance dentaire, ils n'allaient pas chez le dentiste, ça coûte bien trop cher. Il y a 25% de la population québécoise qui ne va pas voir le dentiste parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. Ben, imaginez combien ça coûterait une assurance santé privée. Ça serait bien plus que 25% des gens qui n'iraient pas voir un médecin. Là. Mais oui. Fait que non, on ne peut pas demander aux gens de payer pour leurs soins de santé, puis on ne devrait pas rentrer les assurances là-dedans. Par contre, ne pas payer, ça ne veut pas dire que tu as le droit à tout, même les affaires déraisonnables. Tu sais, c'est ça qui est un petit peu délicat. Mais, comme quoi? Ben, comme par exemple, tu sais, c'est difficile parce que les gens vont toujours dire « Ah, mais tu sais, c'est si pire que ça » ou « Si ça m'arrive », mais si t'es extrêmement âgé, puis t'as déjà plein de maladies, puis t'es déjà très handicapé, puis là, il arrive quelque chose comme une perforation de tes intestins qui fait en sorte que t'es en train de mourir, ben d'aller te faire opérer pour peut-être mourir quelques jours plus tard, juste parce que la famille le veut, c'est peut-être pas la meilleure utilisation de nos ressources. Je comprends. Moi, je dis toujours que, comme, est où la ligne à tracer? C'est jamais un cas en particulier. C'est difficile, quand même. Moi, c'est toujours, faites confiance aux médecins. Si tous les médecins vous disent, ça vous aidera pas, ben, peut-être que c'est là où, pourquoi on doit le donner pareil si vous insistez? Dans la mesure où, si vous venez me voir dans mon bureau, qui en passant, je n'ai pas de bureau, mais faisons l'expérience. Vous dites, Joseph, je sais pas, je me sens pas bien, donne-moi des antibiotiques. Je dis, non, je te donnerai pas d'antibiotiques. T'as pas d'infection bactérienne. Ben, tu peux pas me forcer à te donner des antibiotiques. Ça va être ça, la fin de la conversation. On va trouver d'autres choses. Qu'est-ce que t'as, d'autres alternatives, blablabla. Mais dans les soins, malheureusement, où il y a plus une criticité, où l'alternative est la mort, il y a un gros tabou autour de la mort, ben là, on s'essaye. Ah ouais, non, une autre fois. Fait que c'est plate, mais c'est comme la 10e ligne de chimiothérapie expérimentale qui va peut-être te donner 3 mois de plus, mais qui va faire en sorte que ces 3 mois-là, tu vas les passer à l'hôpital avec plein d'infections parce que ton système immunitaire va être détruit. C'est peut-être d'être dialysé et d'aller à l'hôpital 3 fois semaine, puis à chaque fois, on ne sait jamais si ta pression va tenir le coup parce que tu es dans les extrêmes de l'âge, puis que, mon Dieu, c'est comme la 20e maladie qui se rajoute sur toutes les autres, ton cœur, puis tes poumons, puis ton foie. Puis... Fait que c'est vraiment ces scénarios-là où, là, si les médecins te disent c'est pas dans ton intérêt, ça t'aidera pas, on est dans le médicalement inapproprié, si tu insistes pareil, malheureusement, là, en ce moment, faut aller comme en cours pour dire non, on le fera pas ou on va arrêter de le faire. Mais là, t'as pas le temps d'aller en cours. Non, personne ne veut faire ça. Non, là. c'est ça. Fait qu'est-ce qui arrive? Les médecins disent OK, on va le faire. Puis qu'est-ce qui arrive? Vous payez pour ça. Puis ça occupe un lit à l'étage. Puis c'est très dur parce que tout le monde espère un miracle. Tout le monde dit oui, mais moi, tu sais. Mais là, à un moment donné, ce oui, mais moi-là fait en sorte qu'il y a plein de monde qui se font pas opérer, il y a plein de monde qui n'ont pas de médecin de famille, il y a plein de monde qui attendent à l'urgence. Fait que c'est plate, mais on devrait recadrer le panier de services sur le médicalement requis. Qu'est-ce qui est nécessaire pour te garder en forme puis traiter tes bad luck? Tout ce qui est héroïsme, tout ce qui est médicalement non nécessaire ou non requis, ça, peut-être qu'on devrait avoir une conversation sur qui paye pour ça. C'est-tu vraiment la carte d'assurance maladie ou est-ce qu'on devrait trouver une alternative à ça? C'est difficile. C'est difficile. Mais ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Parce que c'est un sujet tellement délicat aussi que... Wow! Est-ce que, avec la poussée de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une poussée dans certains médicaments, disons le cancer ou est-ce qu'on n'est pas loin de trouver des remèdes à des maladies comme ça avec l'intelligence artificielle? Oui, mais ils vont coûter extrêmement cher à développer quand même. Là. Fait que là, en ce moment, dans les budgets des pharmacies et des hôpitaux, à peu près 40 à 45% du budget est dans les médicaments de chimiothérapie puis d'oncologie. L'immunothérapie aussi. C'est beaucoup ça. Puis ça a explosé. Beaucoup plus que la rémunération des médecins en passant. Puis c'est correct parce qu'effectivement, on soigne des gens, mais ça a un gros prix. Avec des nouveaux traitements, ça va pas alléger la facture. Évidemment, c'est très raisonnable parce que on veut que les gens guérissent. Puis c'est le fun là, d'avoir des nouveaux traitements, mais je suis pas prêt à dire que ça va être
la panacée pour un meilleur système de santé. Parce qu'on est en fait très bon pour garder les gens en vie très longtemps. On a des pas pires médicaments, puis des pas pires machines, puis des pas pires médecins. Fait qu'on est bon. Les gens vivent plus vieux avec plus de comorbidités, puis on les gère. Mais tout ça ajoute à la lourdeur. Là. Parler à n'importe quel médecin qui pratiquait il y a 40 ans, puis il y a zéro comparaison. Là. Il y a 40 ans, on hospitalisait un patient avec une cellulite, puis il restait une semaine à l'hôpital le temps que les antibiotiques fassent effet. Nos jours, c'est traité à la maison pour la plupart. Là, c'est une visite en clinique externe. Là. Donc, ça a complètement changé. Mais l'intelligence artificielle peut aider à d'autres choses. Peut automatiser et alléger beaucoup de tâches administratives, aider même au diagnostic différentiel et tout ça. Mais ça, c'est pas une menace, ça. Ça, c'est très bien. Ça va permettre aux travailleurs de la santé de juste se libérer de toute la paperasse. Mettre le focus ailleurs. Ben oui, passer plus de temps sur les humains. Je pense qu'un patient qui est hospitalisé aujourd'hui, en 2025, mais même en 2055, il va encore vouloir être traité par un humain. Vous l'avez dit au début, humain, l'humain. 100%, là. Il faut juste... Puis ça, c'est une des critiques qu'on a le plus, c'est qu'on passe pas assez de temps auprès des gens. On est toujours pressé et tout ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça comme... Je sais pas, avez-vous des enfants, M. Raymond? Parce que OK, moi, j'en ai 3. Moi, j'en ai 3. Puis ils sont tous en jeune âge. Puis à garderie, là, à tous les jours, je recevais un message sur ils ont-tu mangé, ils ont-tu fait caca, ils ont-tu dormi, ils ont-tu poussé un ami. Puis moi, j'ai drop le matin à la garderie. Je n'avais aucune inquiétude que ça allait très bien se passer puis on allait bien en prendre soin. Là. Mais j'avais de la communication là, sur qu'est-ce qui se passait. Là, tu rentres ton père à l'hôpital, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Tu pourrais aller parler à personne. Pour la sacro-sainte confidentialité, on n'envoie pas de compte-rendu, on n'a pas de système comme ça. Puis moi, je dis toujours, ça n'a juste pas rapport, ça n'a pas de bon sens. Fait une des reproches qu'on a, si on passe pas assez de temps, on n'informe pas assez, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on aurait des meilleurs outils de communication, puis surtout plus de temps pour passer avec les patients et leurs familles. Justement, parlant du temps avec les familles, prenez-vous du temps pour vous à travers tout ça? Vous travaillez des longues heures. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? À travers tout ça? Vous savez, il y a une étude qui a montré que le facteur qui prédit le plus la longévité et la qualité de vie, c'est pas tu fais-tu de l'exercice, c'est pas est-ce que tu manges bien, c'est pas est-ce que tu as un bon médecin qui te prescrit les bonnes pilules, c'est est-ce que j'ai des relations interpersonnelles significatives. Fait que moi, mon temps, je le passe à cultiver ces relations-là avec ma famille, avec mes amis, essayer de les voir, des soirées, des soupers. C'est vraiment ça. C'est le deuxième invité qui c'est vrai? dit ça. Ouais. La première était José Lavigueur. Oui, bon. Une adepte de la mise en forme. C'est vieux pour connaître José Lavigueur. Ah oui, elle est exceptionnelle. Une boule d'énergie, un soleil. Ah oui. Écoute, on arrive quasiment déjà à la fin. Déjà? Je parle beaucoup. C'est correct, hein? Je pense que... Puis moi aussi, écoute, j'ai même pas lu le script en tout. Mais je suis content d'en parler. J'adore apprendre de nouvelles choses. Et puis, merci de m'éduquer avec ça. On va prendre le temps quand même. La question corsée. OK. Vous tentez à rapport avec le vin? Ben oui, c'est ça. Je vous laisse piger. OK. Si vous n'êtes pas à l'aise, on peut la déchirer, on peut l'acheter. C'est des questions un petit peu piquantes, là, un petit peu corsées. Je suis intensif. Il n'y a rien à mon épreuve. Attendez, on prend celle dans le fond. OK. Celle-là. Je la lis ou c'est vous qui la lisez? Ah, peut lire. OK. Est-ce que les médecins ont une part de responsabilité dans l'état actuel du système? Ben oui. La réponse, c'est oui. Oui. Ben oui. Qui est quoi? Avant, contexte. Tout le monde qui est dans le système a une part de responsabilité dans le système et fait partie du problème. On a des médecins qui, peut-être, ont perdu la flamme, puis pour plusieurs raisons, sont froids et glaciaux avec les patients et parfois pas très professionnels avec leurs collègues. Ça tu sais, je veux dire, j'étais président de la Fédération des médecins résidents du Québec, puis on célébrait les 20 ans d'une campagne pour prévenir l'harcèlement et l'intimidation. Il n'y avait rien à célébrer, là, que ça fasse 20 ans qu'il y a de l'harcèlement et de l'intimidation dans nos hôpitaux. Des chirurgiens qui pitchent des scalpels, ça existait pour vrai, là, tu sais. Ça s'améliore.
Mais Tu les scalpels, oui. Oui, je fais ça gros, mais, Okay. mais c'est vrai qu'il y avait des comportements complètement inacceptables, puis il y en a qui existent encore. Puis ça, Mais c'est pas ça juste les médecins, hein, d'ailleurs, non, c'est dans tous là où les il y a de l'humain, il y a de environnements l'humainerie. travail, Mais c'est il ça. faut le dire, on n'est pas à mettre sur un pédestal. Là. On est des humains avec nos travers. Et malheureusement, à cause de notre rôle très important de leadership, ben, la négativité toxique, ben, c'est contagieux, puis ça, c'est pas bon pour l'environnement de travail. Fait qu'on on a cette part-là. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Les syndicats ont leur part de responsabilité. Moi, il y a plein de solutions que j'ai vues qui venaient du terrain qu'on a essayé de mettre en place, mais qui ont été bloquées par une menace de grief de syndicats parce que c'était pas dans l'entente collective, puis c'était pas fair pour d'autres employés dans une autre unité qui n'auraient pas accès à cette belle solution-là. Puis je parle ici de modèles d'horaire de travail plus avantageux pour les employés, surtout dans les corps défavorables. Okay, un exemple patent que j'ai fraîchement en mémoire. Donc, les médecins n'ont pas de responsabilité, le politique, les syndicats, les employés, tu sais, pas juste les médecins, il y en a d'autres. Il y a des gens qui sont juste pas bons, pas professionnels, puis il faut être capable de porter plainte puis de les nommer, ces gens-là, comme dans n'importe quel métier. Mais quand on fait partie du problème, ça peut aussi dire qu'on peut faire partie de la solution. Puis moi, je me réfugie là-dedans. Bien répondu. On en fait un autre? Ça me dérange pas, avec plaisir. Je vous laisse piger. Ah ouais, là. OK. Selon vous, quelle est la pire conséquence réelle de la loi 2 que personne n'ose dire à voix haute? Je pense qu'on en a parlé quand même à voix haute, On en a mais y a-t-il une autre réelle conséquence de tout ça? Bien, je pense que je vais mettre l'emphase sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais en une phrase. On sous-estime à quel point on est en train de détruire le réseau de la santé avec cette loi-là, puis qu'on va en payer le prix pendant des années durant. Chaque jour qu'on ne retire pas cette loi-là, augmente la détresse, puis augmente le risque de ces conséquences-là. Wow. Puis, ça commence avec les médecins. Là, on n'a pas parlé des inspecteurs, puis les surveillants, puis les pénalités de 500 000 si on fait quelque chose de pas correct dans la loi 2, comme se concerter pour réduire notre volume d'activité. Puis se concerter, c'est deux personnes. Là. Fait que moi et ma femme, qui est aussi médecin, on pourrait dire, on s'en va travailler ailleurs, puis on pourrait se faire imposer une pénalité parce qu'on s'est concerté. Puis pas de procès, hein, juste, les deux en même temps, vous avez fait moins cette année. Comment ça, vous travaillez dans une autre province, puis bang, pénalité. Ça commence avec les médecins, cette espèce d'état policier-là. D'ailleurs, le barreau est sorti pour dire que c'était une loi qui devait être retirée à cause de tous les impacts liberticides et qui ont comparé même la culture qui émane de cette loi-là à l'Allemagne de l'Est, là, ce qui n'est pas favorable comme comparaison historique. Carrément, hein? Alors, c'est même pas les médecins qui disent ça. Fait que ça commence avec les médecins, mais ça va où après? C'est qui le prochain groupe qui va être affecté? Fait qu'il y a ça aussi. Ça fait peur. Au-delà de la loi 2, ça fait peur, toutes les décisions qui se font prendre. Il y a beaucoup de gens qui se disent, j'ai-tu vraiment envie d'élever mes enfants dans une société québécoise où ce sont ça les valeurs? Je me reconnais pas là-dedans, pas juste dans mes valeurs de médecin, mais dans mes valeurs de citoyen. On n'est pas de même au Québec. Là. C'est pas ça qu'on veut. Là. Pour moi, c'est tellement difficile à comprendre on va finir sur ça bientôt, mais on a un plan A qui est pas trop bon comme solution, puis on a un plan B où est-ce qu'on a la solution, on a plein de livres qui ont été écrits, mais on choisit quand même l'option A. Moi, on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Parce que le plan A, il est plus simple, mais il marchera pas. Le plan B, il est plus complexe, mais il va marcher. Mais là, t'es-tu game de le faire? Mais malheureusement, la bonne solution est jamais la solution simple. Wow. Merci pour tout ce que vous faites. Je sais que les médecins, je pense pas qu'ils veulent nécessairement de remerciements, mais je tiens personnellement à vous remercier. Ça me touche beaucoup, l'histoire. Ça me touche beaucoup que vous preniez le temps de votre horaire pour venir raconter, pour venir sensibiliser le public face à tout ça. Donc, merci infiniment. On va accueillir Pina Soleil, qui est la propriétaire. On a un petit quelque chose pour vous. Ah, mon Dieu. Un petit quelque chose pour le remerciement et pour le trafic. Oui. Oui, donc,
Tout d'abord, merci beaucoup de votre présence ici. Je pense que ça a été vraiment enrichissant. Puis, encore comme Nicolas dit, merci pour tout votre travail. C'est vraiment un moment privilégié pour nous. Donc, de la part de toute l'équipe Altum Images et la famille élargie de Là on jase, on a un petit cadeau pour vous, un certificat cadeau applicable sur des services chez nous, chez Altum Images. Donc, ça peut être autant petite séance photo de famille, shooting professionnel, peut-être podcast aussi. Donc, on vous offre ce petit cadeau. C'est très gentil, très généreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils font des super... là, le studio est amanché comme ça, mais pour des photoshoots de famille, sont vraiment... Pina est exceptionnel. Et puis, on a aussi je ne sais pas si vous portez des casquettes, mais on a une casquette Là on jase quand vous allez faire du... Je vais vous la montrer. Vous allez voir que j'ai vraiment pas une tête à chapeau. OK. Elle vous fait un merveille. Non. Et puis, on a aussi un cadeau de notre sommelier qui a dû partir ramasser ses enfants gentil. de la bouteille qu'on a qui était dégustée délicieuse. aujourd'hui. Merci infiniment, M. Donc, ça fait plaisir. Merci de votre passage, en espérant que vous qui nous écoutez avez appris de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Je ne suis pas le spécialiste, mais je reste en contact avec le Dr. Dayan. Donc, merci de nous suivre épisode après épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et puis, on se laisse sur des extraits de notre prochain enregistrement. Merci la gang. Salut. La façon que je le procède, c'est quand je dépose un contenu sur les réseaux sociaux, c'est comme ça m'appartient plus. Comme, ce qui est important, c'est est-ce que je suis honnête envers moi-même? Parce que si tu fais du contenu juste pour essayer soit de plaire ou de faire de la visibilité, puis t'es pas à l'aise avec le message que tu mets de l'avant, c'est là que ça va t'affecter quand il y a des mauvais commentaires, parce que tu sais qu'au final, t'as fait ça pour faire réagir. Fait que si les gens réagissent pas comme tu voudrais, mais il y a une réaction, tu fais comme « Ouais, mais non, mais c'est pas vraiment moi, j'ai fait ça parce que... » Fait que si t'es vrai envers toi-même, tu partages ça, la liste des commentaires, ça t'appartient plus. Fait que moi, je le lis même plus, honnêtement. Puis si je vais le voir, ben, c'est comme... Vous me connaissez pas. Quand tu mets trop l'argent de l'avant, tu peux créer cette distance avec les gens qui est dommage. Et je pense pas que c'est parce que c'est tabou, c'est juste que il y a comme une distance. Il y a comme un peu comme la culture pour avoir une distance. Nous, dans notre vie, on est prêt à étirer des indécisions pendant très longtemps, mais ça nous fait souffrir quand on le sait pas. Fait que t'es mieux de décider. C'est comme, je continue avec la même personne ou je me sépare. Mais c'est comme, prends la décision, pas on verra. Souvent, c'est qu'on veut avoir la réponse maintenant, puis ça laisse les gens sur leur appétit. Ils font « Ouais, mais là, c'est quoi, là? Comment? Puis pourquoi? Puis c'est quoi la réponse à ça? » On veut avoir une réponse tout de suite. Des fois, il n'y a pas de réponse à donner. Comme pourquoi ton couple n'a pas marché? Ben là, on s'aimait plus, là. Non, il y a quelque chose. Mais peut-être que présentement, tu n'as pas la réponse, puis on n'est pas obligé d'avoir la réponse maintenant de pourquoi.